Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Pateau, que je revois avec plaisir après pas mal d'années. J'étais à votre jury de thèse, si je me souviens bien. Alors, Fabrice Pateau est c'est incontestablement un des meilleurs spécialistes français de l'œuvre de Michael Dammett, dont il est aussi le traducteur. Oui. Je ne me souviens plus quel titre portait le recueil d'articles de Dammett que vous avez... Philosophie de la logique. Philosophie de la logique, c'est ça. Et l'éditeur, c'était Minuit. Minuit, c'est ça. Donc, c'est un excellent spécialiste de Dammett. Je précise qu'il est chercheur au CNRS, rattaché à l'Institut de philosophie et d'histoire des sciences et des techniques. Et ce dont il a prévu de nous parler ce soir, ce n'est pas seulement Dammett. Hein. Il a intitulé sa conférence « La philosophie analytique doit-elle être systématique ?» donc en reprenant la moitié du titre de Dammett. Le titre de Dammett, c'était « La philosophie analytique doit-elle être oui, peut-elle être systématique et doit-elle l'être ?» C'est ça. Hein. Peut-elle être systématique et doit-elle l'être ? Donc le titre de l'exposé de Fabrice Pateau est « La philosophie analytique doit-elle être systématique ?» et il se référera à trois auteurs principaux, Davidson, Dammett et Bernard Williams. C'est Bernard Williams, oui. D'accord. Bien, Fabrice, vous avez la parole. Merci. Il y a un petit mensonge en fait dans le titre. Je vais peu parler de Williams. Par manque de temps, j'en parlerai un petit peu, mais moins que j'aurais voulu. En tout cas, je remercie Jacques Bouvresse et Jean-Jacques Rosa pour cette invitation. Et je voudrais prendre l'occasion donc, de cette invitation pour envisager les deux questions de cette année. La philosophie peut-elle être systématique et la philosophie doit-elle être systématique, d'un point de vue qui consiste à argumenter en faveur d'une réponse positive à chacune de ces deux questions. Donc, quelle que soit la manière dont nous concevons la philosophie, et quelles que soient les raisons que nous avons de penser qu'elle fait effectivement preuve de systématicité, ou manque à le faire, ou devrait en faire preuve, ou ne le devrait pas, l'ordre dans lequel ces deux questions sont envisagées n'est pas indifférent. Si un argument, ne reposant sur aucune pétition de principe concernant le caractère systématique ou au contraire non systématique de la philosophie, autrement dit ici son caractère empirique, simplement, au sens d'opposer au traitement méthodique des problèmes, même éventuellement de désordonnines irrationnelles, si un argument nous conduisait à conclure qu'elle doit être systématique, nous devrions conclure qu'elle le peut. Tout ce qui est nécessaire est possible, et il n'y a pas d'obligation dont nous devons au moins en principe pouvoir nous acquitter. Toute obligation doit être tenue, et même se trouver à un moment ou à un autre effectivement remplie. Avoir une obligation implique au minimum qu'il faut rendre des comptes en cas d'échec. Donc si, pour reprendre la phrase de Descartes, la méthode est nécessaire pour la recherche de la vérité, règle 4, des règles pour la direction de l'esprit, la méthode doit être, quelle qu'elle soit, doit être applicable. Sinon, il ne serait pas préférable, comme le fait valoir Descartes, je cite, de ne jamais chercher la vérité sur aucune chose plutôt que de le faire sans méthode. Et il serait pour le coup bien moins certain que, je cite à nouveau la même règle, ces études désordonnées et ces méditations obscures, qui résultent donc du manque de méthode, troublent la lumière naturelle et aveuglent l'esprit. Mais si un argument, tout aussi libre de pétition de principe, nous conduisait à conclure que la philosophie peut être systématique, nous ne serions pas pour autant autorisés à conclure qu'elle doit procéder de manière systématique. Elle pourrait se contenter de traiter de manière empirique, toujours au sens, disons, vulgaire plutôt qu'au sens particulier de l'empirisme. Elle pourrait se contenter de traiter ces questions traditionnelles de manière empirique et en rester là. Elle pourrait même choisir de s'en débarrasser complètement, mais sans chercher à montrer qu'elle aurait raison de le faire. De ce point de vue, nous dirions simplement qu'il n'est pas nécessaire ou obligatoire qu'elle ne soit pas systématique, pour la raison qu'il est possible qu'elle soit systématique et logiquement équivalent, il n'est pas nécessaire qu'elle ne le soit pas, et nous serions simplement autorisés à procéder systématiquement ou avec méthode pour peu que nous le désirions. Intuitivement, la nécessité ou l'obligation et la possibilité ou l'autorisation sont liées de manière que ce qui est nécessaire ou obligatoire ne puisse pas ne pas être possible, interdit, et que ce qui est possible, autorisé, ne soit pas nécessairement exclu. Les systèmes de logique modale
de Gödel, Feist, von Richt et autres, sont tous fidèles à cette intuition. On a une interdéfinissabilité de « il est nécessaire que » et « il est possible que », de manière que il est nécessaire que P soit équivalent à la négation de la possibilité de non-P et que la possibilité de P soit équivalent par définition à la négation de la nécessité de non-P. On pourra noter que certains systèmes ne contiennent pas cette interdéfinissabilité, par exemple le système de Prior, et qu'en ce sens, possibilité et nécessité sont indépendantes. Mais cette particularité du système proposé par Prior ne milite évidemment pas en faveur d'une conception déviante du rapport entre nécessité et possibilité, qui nierait la correction ou la pertinence des rapports intuitifs saisis ou exprimés par les clauses d'interdéfinissabilité. Telle n'était pas d'ailleurs l'intention de Prior. Mais ce qui importe ici pour nous est que nous pouvons choisir l'option de l'interdéfinissabilité et que si, de plus, nous favorisons une lecture dite épistémique de la nécessité, nous obtenons la position suivante. S'il est nécessaire pour nous, donc non pas indépendamment de nous, absolument, ou subspecie aeternitatis, que la philosophie, en un sens ou un autre, soit systématique, il n'est pas envisageable, pas possible pour nous qu'elle ne le soit pas. Autrement dit, si nous ne passons pas, quelle qu'elle soit, l'épreuve de la systématicité, si nous échouons dans toutes nos tentatives pour traiter les questions philosophiques d'une manière qui soit systématique, soit pour les résoudre, soit pour les dissoudre, nous devons rendre des comptes. Une telle nécessité ne serait pas en quelque sorte imposée de l'extérieur, mais elle serait constitutive de la manière dont nous devons concevoir les problèmes philosophiques. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Mais pour en rester à l'opposition de départ, et à ces deux questions, nous pourrions être face à une alternative éventuellement purement arbitraire, entre choisir la systématicité, diriger son esprit méthodiquement, et il y a bien évidemment des manières non cartésiennes et même anti-cartésiennes de faire cela, ou bien la rejeter. Et il y a une très grande latitude dans la manière dont, bénéficiant éventuellement d'un argument nous permettant de conclure que la philosophie peut envisager ces problèmes de manière systématique, en un sens, disons, pour le coup faible, en quelque sorte, si elle le souhaite, nous décidons néanmoins de procéder avec eux de manière non systématique. Il y a une sorte de gradation. Pour commencer par ce qui est le plus éloigné de la tradition analytique, nous pourrions rejeter complètement l'esprit systématique, au point de, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous rejetons les questions traditionnelles, philosophiques traditionnelles, parce que nous faisons fi de tout esprit de systématicité. Et nous pourrions éventuellement finir dans le genre de situation qui a été, me semble-t-il, parfaitement décrite par Bouvresse dans son livre de 84, Rationalité et cynisme, où nous faisons ce que nous voulons, de la philosophie systématique ou tout à fait autre chose, mais en fait avec une contrainte de deuxième niveau sur cette ouverture supposée de la philosophie à des formes, disons, non argumentatives ou non systématiques. Nous procédons comme nous l'entendons, pourvu que nous soyons contraints par l'idée, je cite Feyerabend, cité par Bouvresse dans le livre, pourvu que nous soyons contraints par l'idée que, je cite, la rationalité ne puisse servir d'arbitre entre les traditions, et que l'acceptabilité rationnelle d'une forme de philosophie plutôt que d'une autre, qui dépendrait donc de l'exercice de capacités ou de vertus cognitives nous permettant de comparer objectivement des directions de recherche, des méthodes employées, éventuellement des résultats, ne soit pas admise. Autrement dit, on fait ce qu'on veut, pourvu que la rationalité n'arbitre pas, ce qui est finalement une bonne chose, parce que la rationalité n'est elle-même qu'une tradition, une classe de tradition parmi d'autres, et qu'elle ne peut donc, en tant que telle, arbitrer. On doit faire deux genres de remarques à ce propos, qui sont faites en détail dans le livre de Jacques Bouvresse. Premièrement, il y a dans ce soi-disant argument, un non sequitur, le fait que l'adoption d'une attitude rationnelle constitue une tradition, ou en fasse simplement partie, n'implique nullement qu'on doive lui nier la capacité à arbitrer. Si c'était le cas, une prémisse supplémentaire doit être ajoutée pour obtenir cette conclusion négative, notamment une prémisse qui rapporterait un défaut inhérent au fait même de la tradition, qui soit indépendante de tel ou tel contenu particulier, quelque chose qui permette de conclure
autrement que par un simple recours à la définition du dictionnaire, une manière de faire héritée du passé, coutume établie, etc., qu'aucune tradition ne peut arbitrer. Par ailleurs, comme Feyerabend le remarque lui-même, il n'y a pas en réalité la tradition rationaliste ou systématique, mais une classe de traditions. Et là, les choses se compliquent. Il est singulièrement plus difficile de faire valoir, en tout cas de le faire valoir à la Feyerabend, que la rationalité ne peut arbitrer quand il est question d'une opposition qu'on pourrait appeler interne, c'est-à-dire interne à la tradition de la systématicité ou de la tradition argumentative, où chacune des parties en cause considère qu'elle a raison de reconnaître qu'il y a un désaccord réel sur telle ou telle question, et que quelqu'un peut et doit arbitrer, que lorsque le conflit oppose les rationalistes, les partisans de la philosophie systématique pris en bloc, et les autres, c'est-à-dire les partisans de l'irrationalité. Car il faut alors montrer que le caractère interne du désaccord, en quelque sorte le conflit de la raison avec elle-même, repose sur une illusion de deuxième niveau. Non seulement celui qui croit avoir des arguments, ou en tous les cas des arguments meilleurs, se trompe au sens où il ne peut de toutes les manières arbitrer, parce qu'avoir raison n'est rien de plus que d'appartenir à une tradition, mais qui plus est, il se représente les conflits philosophiques ou les conditions de possibilité de tels conflits de manière illusoire, parce que ces conflits n'ont pas de contenu réel. L'irrationaliste à la Feyerabend n'éprouve pas de difficulté particulière avec les positions abjectes, notamment dans le domaine de l'éthique, avec cette précision, pour peu qu'elles soient conçues par le partisan de la systématicité comme des positions que l'on doit rejeter parce que fausses ou fondées sur des arguments spécieux. Mais l'abjection n'est pas l'apanage du domaine de l'éthique. Un logicien peut très bien juger abjecte l'adoption de certaines lois déductives ou de certains systèmes de déduction, notamment par exemple de déduction naturelle. La logique classique est d'ailleurs considérée comme telle par certains logiciens de la pertinence. Pour Anderson et Belknap, par exemple, dans leur livre de 1975 et dans des publications subséquentes, par exemple, la règle d'absurdité, ex falso quod libet ou ex absurdo quod libet, qui nous autorise de déduire n'importe quelle formule Q à partir d'une contradiction, P et non P, relève même de la perversité, voire de la psychose. Je cite, c'est dans les termes employés par Anderson et Belknap. Seul un chien pourrait commettre de telles erreurs. Le cynisme refait surface dans des endroits tout à fait inattendus. Ou alors, ce qui revient au même, ceux dont l'esprit a été engourdi par l'endoctrinement de la logique classique, du premier ordre. De son côté, un logicien classique, ou un logicien intuitionniste, pourra juger abjecte la logique paraconsistante, qui rejette le principe de non-contradiction, au moins au sens où rejeter un principe aussi fondamental consiste tout simplement à rejeter la condition minimale de la rationalité, même si l'on rejette également la règle d'absurdité. De telles oppositions et de tels conflits indiquent plutôt que malgré les écarts de langage, des désaccords existent et se reportent notamment sur d'autres parties du système. Dans le cas par exemple de la règle ex falso quod libet, donc qui nous autorise à conclure que Q à partir de P et non P, sur la question de savoir pourquoi nous devrions accepter ou rejeter le syllogisme disjonctif, qui de P ou Q et de non P nous autorise à conclure que Q. Dans le cas de la logique intuitionniste, sur les raisons que nous avons de rejeter l'inférence de si P alors Q ou R à si P alors Q ou si P alors R, etc. Dans le cas de la logique paraconsistante, sur la question de savoir à quoi s'applique l'arithmétique paraconsistante, dans laquelle un entier naturel peut être identique à son successeur, etc. etc. Donc l'idée que de tels conflits sont illusoires, ne peuvent être tranchés, et que ceux qui s'attachent à le faire sont victimes d'une illusion de deuxième niveau quant à la nature et à l'objet de ce dont ils discutent. Par exemple, la question de savoir quelles lois logiques doivent régler nos échanges, est une idée sur laquelle je reviendrai en détail tout à l'heure en discutant le cas de Davidson. Mais une conséquence éventuelle d'un tel rejet extrême de l'esprit de systématicité ou de la conception selon laquelle on doit aborder des questions philosophiques dans un esprit de systématicité, est l'idée que la philosophie non seulement peut, mais doit procéder, par exemple, à la manière d'une conversation. C'est une manière
donner corps à cette idée du rejet de la systématicité, et quelque chose qui la rapprocherait, soi-disant, de la littérature. Rorty, par exemple, a défendu ce genre de conception. La littérature, évidemment, offre de nombreux exemples de conversations qui n'en sont pas du tout, au sens de Rorty. Des échanges de points de vue qui ne sont pas introduits par des expressions du genre « ça me rappelle que »,« tiens, quand on y pense », mais par des expressions du langage naturel qui ressemblent de près à des constantes logiques d'un système formel, ou si alors, mais alors, ou bien des expressions du genre « cela voudrait dire que », si je vous ai bien compris, et d'autres du même genre qui indiquent en fait que dans l'idiome naturel, des points de vue sont en accord ou en conflit, demandent à être développés, ont des conséquences éventuellement inattendues. Il y a vraiment toute une littérature qu'on peut juger philosophique en un sens large, qui contient des exemples de ce genre. Donc il ne s'agit pas ici de la conversation philosophique au sens strict, au sens de celle par exemple des dialogues de Platon, ou de celle qu'on peut trouver chez Leibniz entre Philalèthe et Théophile, sur des questions qui sont proprement philosophiques. Par exemple, si on prend comme un des nombreux exemples dans les nouveaux essais de Leibniz, la question de savoir si, pour reprendre l'exemple de Leibniz, Titus, que je considère aujourd'hui comme père, cesse de l'être demain, sans qu'il se fasse aucun changement en lui, par cela seul que son fils vient à mourir. Philalèthe pense que oui, Théophile pense que non, pour la raison que, bien que cela soit le cas dans l'ordre de la perception, bien qu'on perçoive les choses de cette manière, je cite Leibniz, dans la rigueur métaphysique, il n'y a point de dénomination entièrement extérieure à cause de la connexion métaphysique réelle de toute chose. Donc là, on a un exemple de conversation philosophique, à proprement parler, sur un sujet proprement philosophique, avec des arguments et des contre-arguments qui sont présentés. C'est évidemment pas de ce genre de conversation dont il est question ici, mais plutôt de la conversation dont on trouverait des exemples dans la littérature. Et là encore, bien que dans un contexte de littérature, on ne trouve pas des arguments présentés de cette manière, on trouve des arguments qui ont des poids, ou des contenus simplement philosophiques. On peut prendre énormément d'exemples. Enfin, on peut évidemment penser au travail de Jacques Bouvresse sur Musil, qui fait apparaître ce genre de choses, mais pour prendre un exemple différent, on trouve par exemple de nombreux exemples de conversations dans la recherche de Proust, où on trouve une opposition qu'on pourrait qualifier dans un sens tout à fait raisonnable de philosophique, entre des conceptions, par exemple, qui sont forgées du point de vue de la première personne et des conceptions qui sont forgées du point de vue de la troisième personne. C'est un thème récurrent, avec la complication supplémentaire apportée par l'introduction dans l'analyse de ce genre de phénomène. Il y a tout un tas de discussions entre le narrateur Marcel et d'autres personnages du roman. Complication apportée par l'introduction dans l'analyse de ce genre de phénomène, de l'intention contrariée, de faire croire ou penser quelque chose de soi, en général quelque chose de positif, alors même que c'est exactement la négation de ce qui est visé qui se trouve être l'objet de la croyance d'autrui. Donc il y a toute une analyse de la déception qui a un caractère tout à fait philosophique, qui s'exprime dans la recherche sous la forme de conversations, encore une fois, qui n'en sont pas du tout au sens de Rorty. On pourrait multiplier les exemples, et comme Bernard Williams l'a souvent fait remarquer, je pense tout à fait à raison, récemment encore dans le livre qui est sorti en 2007, sur le sens du passé, la conception conversationnelle de la philosophie ne fait même pas justice, en fait, à ceux que Rorty voudrait embarquer avec lui. Il y a une autre tendance, moins radicale et moins offensive, à l'intérieur de la philosophie dite analytique. On reviendra sur cette étiquette, je pense, dont on peut dire qu'elle ne pêche pas par manque d'arguments, à vouloir prendre des distances avec la tradition argumentative. La philosophie dite analytique n'étant pas évidemment la seule représentante de cette tradition. Un exemple, par exemple, chez Nozick. Nozick reproche à ce qu'il appelle la philosophie coercitive
de procéder par arguments puissants qui laissent l'adversaire sur le carreau, les knockdown arguments, et les forcent à accepter des conclusions qu'ils doivent admettre pour vraies s'ils ont également accepté les prémices. Pour Nozick, cette manière de procéder est anti-philosophique. Elle ne respecte pas l'attitude de curiosité ou de perplexité avec laquelle toute philosophie commence. L'autre mode philosophique préféré par Nozick est le mode dit explicatif, jugé moralement supérieur au, je cite, au karaté philosophique. Pas seulement épistémologiquement supérieur, mais moralement supérieur, parce qu'il ne force pas l'opposant à croire ce qu'il refuse de croire. Un argument ou une preuve transmet la conviction d'une manière coercitive de ses prémices vers sa conclusion, en partant de prémices que celui que l'on veut convaincre juge vraies ou préalablement établies, alors que l'explication a la possibilité de faire appel à des hypothèses auxiliaires qui ne font encore l'objet d'aucune croyance pour, je cite, déduire la position à défendre de manière explicative. Donc si vous